Bien, merci beaucoup Christophe pour m'avoir invité à vous parler ce soir. Je vois que vous êtes nombreux à avoir fait ce voyage jusqu'à l'INSTN. On va aller encore plus loin puisque maintenant on va voyager dans notre univers. On va en fait partir d'ici et puis aller assez loin. En fait, on va aller jusqu'aux confins de notre univers. On va essayer donc de voyager dans le temps en même temps qu'on voyagera dans l'espace. Car on va se rendre compte qu'à partir du moment où on bouge dans notre univers, on bouge dans l'espace, mais on va aussi bouger en même temps dans le temps. Et c'est d'ailleurs ça ce qui fait un petit peu la difficulté de ce voyage dans l'espace-temps. Et c'est ces notions-là qu'on va regarder ensemble ce soir. Donc vous allez voir un voyage initiatique, puisqu'on va partir loin dans l'univers, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra ici tout à l'heure à la fin de la conférence. Et c'est un voyage qui se veut simple, puisque c'est une conférence Cyclope Junior, donc c'est principalement pour des élèves de collège et de lycée. Donc je vois qu'il y en a qui ont beaucoup redoublé ici, dans la salle. Donc c'est très bien. Ceux-là vont bien comprendre tout ce que je vais dire. Et évidemment, donc, à la fin de ce voyage-là, vous pourrez poser les questions qui vous trottent dans la tête. Alors, comment on va faire ce voyage? En fait, on va le faire en trois parties. Une partie sur un petit peu où sommes-nous, c'est-à-dire les distances dans l'univers, la structuration de notre univers, comment et de quoi est fait notre univers. Et ça, je l'ai appelé la structuration de l'univers. Donc, comment il est structuré, en fait. Depuis ici jusqu'aux confins de l'univers, on va voir un petit peu toutes les différentes étapes qu'il y a pour aller d'ici jusqu'aux confins de l'univers. En même temps, Christophe Perrin, ici présent, m'avait demandé de parler de comment on détermine les distances dans l'univers. Et en effet, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, puisque en physique, déterminer quelque chose est assez simple, si je puis dire, puisque vous avez tout sur place. Évidemment, en astronomie, ce n'est pas le cas. En astronomie, le seul astre en dehors de la Terre où l'homme a pu aller, c'est la Lune. Physiquement. Après, on a pu envoyer des sondes un peu plus loin, mais en gros, on n'est allé que jusqu'à la Lune. Et la Lune, vous allez voir que c'est vraiment très proche de nous. Donc, pour aller plus loin, en pensée, pour arriver à mesurer les distances sur des distances très grandes, eh bien, il faut faire preuve d'imagination. Il faut essayer de voir quel mécanisme on va choisir pour mesurer ces distances-là. Et vous allez voir que ça, c'est quelque chose de à la fois simple et un petit peu complexe pour certaines déterminations de distance, mais c'est quelque chose qui a toujours fasciné les hommes depuis très longtemps. Arriver à déterminer où se trouve la Lune, où se trouve le Soleil, où se trouvent les étoiles, où se trouvent les galaxies. Et où s'arrête l'univers, évidemment. Et on finira par brièvement l'histoire de l'univers, c'est-à-dire en gros comment l'univers a commencé, où en sommes-nous aujourd'hui de cette histoire de l'univers et où va-t-il aller plus tard. Vous allez voir que quand je vais parler de tout ça, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de questions sur lesquelles je n'aurai pas de réponse. Donc j'essaierai de vous dire un petit peu quel est l'état des lieux de nos connaissances aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, je commence par vous montrer une image qui avait été reprise par François Arago, qui est ce personnage donc, qui est quelqu'un probablement d'assez instruit et qui crève ce que Aristote appelait la sphère des fixes, qui était en fait une sphère étoilée autour de la Terre. Il crève cette sphère des fixes pour regarder ce qu'il y a autour. L'air de dire, je me moque de ce qu'on m'a appris à l'école, je me moque de cette sphère des fixes dont on me dit qu'elle est là, moi je veux plutôt regarder ce qu'il y a derrière. Et quand il regarde derrière, il se rend compte qu'en fait, derrière cette sphère des fixes, il y a un univers beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait, beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus joli, beaucoup plus beau, beaucoup plus riche. Et c'est un petit peu ça ce qu'on va commencer par faire maintenant, puisqu'on va essayer de voir où nous nous trouvons actuellement. Et alors là, on va voir tout de suite qu'il y a en fait une première difficulté, c'est que l'espace et le temps sont liés. Alors ici, quand je vous regarde, là, ou quand vous me regardez, vous avez l'impression que vous me voyez en direct. Alors qu'en fait, vous me voyez avec un décalage. Vous me voyez avec un certain décalage qui est de quelques milliardièmes de seconde. Et ce décalage, il est dû au fait que
la vitesse de la lumière, elle est finie. Or, toutes les informations que vous avez actuellement, les informations visuelles, elles proviennent de la lumière. Donc il y a une vitesse finie. Alors c'est une vitesse qui est grande, hein, puisqu'on va voir tout à l'heure que c'est à peu près 300 000 km par seconde, donc c'est très grand. Mais il faut donc quand même quelques milliardièmes de seconde pour aller d'un point à l'autre de cette salle ici. Mais cette salle, elle est petite en comparaison de l'univers tout entier. Et quand on regarde dans différents points de l'univers, eh bien en fait on va regarder à des distances qui sont parfois très grandes. Et dans ces distances qui sont parfois très grandes, pour arriver à parcourir ces distances-là, il faut, à la lumière, qui va pourtant à 300 000 km par seconde, il faut un temps long. Et c'est pour ça que l'espace et le temps sont liés, puisque quand on fait un voyage dans l'espace, quand on va regarder ce qu'il y a autour de nous dans l'espace, eh bien finalement on fait aussi un voyage dans le temps, puisque plus on regarde des choses qui sont loin de nous, plus on regarde des choses qui ont émis leur lumière il y a longtemps. Donc en fait, le premier message important, c'est que quand on regarde loin dans l'espace, on regarde aussi très loin dans le passé. Alors, on va commencer donc par où nous nous trouvons actuellement. Et puisque vous êtes tous ici actuellement dans cette salle, vous avez bien compris qu'on se trouve donc à l'INSTN, qui se trouve à peu près ici. Ça, c'est le centre de Saclay. Alors moi, mon bureau, il est par ici, là, en fait. Ça, c'est le service d'astrophysique du CEA de Saclay. Et voilà, donc la cantine se trouve par là-bas. Voilà, c'est un plan de l'INSTN. Donc, ce plan, alors là, il y a le synchrotron soleil qu'on voit bien. Vous voyez qu'ici, ça, c'est à peu près 2,5 km, en gros. 2,5 km, eh bien, la lumière met 8 microsecondes pour aller d'un point à l'autre là, de cette image. 8 microsecondes. 8 microsecondes, c'est rapide. On va prendre un petit peu de recul. Et là, je vous montre tout Paris. Paris, c'est à peu près 15 km. 15 km, ça veut dire que la lumière, elle met en gros 50 microsecondes pour aller d'un bout à l'autre de Paris. 50 microsecondes, ça reste rapide à votre échelle, à notre échelle. Ça reste très rapide. On va prendre un petit peu plus de... Donc Saclay par ici, là, un peu en sud-ouest. On va prendre un petit peu plus de recul, et là on passe à l'ensemble de l'Île-de-France. 150 km d'un bout à l'autre, la lumière met 0,5 millisecondes, 0,5 millisecondes pour aller d'un bout à l'autre. Ça reste encore assez rapide. Je fais, à chaque fois, là, je fais à peu près des zooms par 10, enfin des zooms arrière par 10. Donc là, j'augmente la taille par un facteur 10, et là, je vois toute la France. Donc là, c'est 1500 km d'un bout à l'autre. 1500 km, la lumière met 5 millisecondes. 5 millisecondes, ça reste encore rapide. C'est quelque chose que vous auriez du mal à distinguer deux événements qui arrivent à 5 millisecondes de décalage. Je vais refaire un zoom par 10. Donc là, vous êtes en train de vous dire que ça va durer longtemps, cette conférence. Eh bien, en fait, vous allez voir qu'elle va aller très vite. Parce que je refais un zoom par 10, et là, je vois directement la Terre. Donc j'ai un peu triché parce que je ne suis pas allé sur 15 000 km, je me suis arrêté à 12 800 qui est le diamètre de la Terre, et là, pour aller d'un bout à l'autre de la Terre, la lumière met 43 millisecondes. Pour vous, ça reste petit, 43 millisecondes, mais pour vous repérer avec votre GPS que vous avez dans votre voiture ou sur votre téléphone portable, eh bien, les satellites ont besoin d'intégrer des modèles qui tiennent compte de la vitesse de la lumière qui est finie. Donc c'est petit à votre échelle, mais c'est déjà important, 43 millisecondes. Je continue, je vous refais, donc là je suppose que j'ai 15 000 km, je refais un zoom arrière par 10, et là je vois la Terre qui s'éloigne. On en est maintenant à 150 000 km, donc là la lumière met 0,5 secondes, donc une demi-seconde, pour aller d'un bout à l'autre de mon image. Je continue, sauf que là je ne vais pas faire un zoom par 10, je vais faire un zoom arrière par 2. Et là on va tout de suite découvrir quelque chose d'intéressant, c'est que quand on fait un zoom arrière par 2, c'est donc à peu près 384 400 km, je vois la Lune, et donc la Lune se trouve à 1,3 secondes lumière de la Terre. Donc quand je regarde la Lune, je la vois telle qu'elle était il y a 1,3 secondes. Donc je ne vois jamais la Lune en direct. D'accord ? La lumière a eu besoin de 1,3 secondes pour arriver jusqu'à la Terre. C'est rapide, 1,3 secondes, mais déjà, là, à l'échelle humaine, vous voyez que c'est une seconde, vous arrivez à distinguer facilement deux événements qui se produisent à une seconde d'intervalle.
Alors, on va voir tout à l'heure comment on a déterminé ces distances. Pour l'instant, on fait juste un voyage comme cela parmi les différents corps qui se trouvent entre nous et les confins de l'univers. On parlera de ces distances-là. Je vais continuer. Alors, je vais faire. Donc, tout à l'heure, j'étais à 150 000 km. Je vais pas m'arrêter à la Lune cette fois-ci. Je vais continuer à faire un zoom arrière et multiplier par 10 ce que je vois et je tombe sur 1 500 000 km. Et 1 500 000 km, en fait, ce n'est pas la distance de tout ça, c'est la distance de là à là, ou de là à là. C'est à peu près la même distance. 1 500 000 km, en fait, il n'y a rien. Mais je m'arrête quand même parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc 1 500 000 km, ça veut dire 5 secondes. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'il y a des points là, qu'on appelle les points de Lagrange. Ces points de Lagrange, c'est en fait des points où l'équilibre gravitationnel est atteint. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous restez sur ce point. Si vous êtes ici, vous restez sur ce point. Et si vous êtes là, là ou là, vous restez aussi sur ces points-là. C'est ce qu'on appelle des points d'équilibre gravitationnel qui sont dus à la masse du Soleil, de la Terre et de la Lune. Alors là, ça se comprend bien parce que donc vous êtes proche de la Terre. Hein, le diagramme, il n'est pas vraiment à l'échelle. Là, ici, ça se comprend bien parce que vous êtes plus proche de la Terre parce que la masse du Soleil est plus grande. Ici, ça se comprend assez bien aussi parce que vous avez une vitesse qui est importante. Donc, vous auriez tendance à vous écarter et à partir du système. Mais vous êtes encore assez proche de l'attraction de la Terre et du Soleil pour rester attiré. Voilà. Donc, quand vous êtes à cette distance-là de 1 500 000 km de la Terre, eh bien, en fait, vous êtes tranquille, vous restez là, vous êtes encore attiré par le système Terre, Soleil, Lune. Vous y restez. D'ailleurs, on envoie beaucoup de satellites en ce point-là. Il y a plein de satellites en ce moment qui sont là. Certains, d'ailleurs, pour lesquels le CEA a collaboré, a construit des instruments. Donc, il y a une flopée de satellites qui sont là et qui sont en équilibre gravitationnel et qui n'ont pas besoin, du coup, d'utiliser de l'énergie pour se stabiliser. 1 500 000 km, je continue mon zoom arrière, et là, j'arrive sur 15 millions de kilomètres. Alors, vous avez vu tout à l'heure le couple Terre-Lune qui a disparu. En fait, il est là, le couple Terre-Lune. 15 millions de kilomètres, c'est tout ça. Le couple Terre-Lune, il commence à disparaître. Et là, cette fois-ci, la lumière, elle met 50 secondes pour aller d'un bout à l'autre. Évidemment, je vais continuer mon zoom arrière. Et là, je m'arrête non pas à 150 millions de kilomètres, mais à 149 597 870 kilomètres. Voilà, la Terre est ici. Ça, c'est la distance Terre-Soleil. Alors, évidemment, la seule chose qui est à l'échelle ici, c'est la taille de la Terre comparée à celle du Soleil. La Terre, elle fait 1/100 de la taille du Soleil. Donc ça veut dire que si vous avez une orange, en gros, qui fait 10 cm de diamètre, votre Terre, elle fera 1 mm de diamètre. La Terre est très petite. Eh bien, vous voyez que pour aller du Soleil à la Terre, la lumière qui est émise par le Soleil, elle a besoin de à peu près 8 minutes pour parcourir cette distance. Donc quand vous regardez le Soleil, vous le voyez avec 8,3 minutes de décalage. Donc typiquement, quand vous regardez romantique un coucher de soleil, eh bien en fait le Soleil est déjà couché depuis 8 minutes. 8,3 minutes. Donc là, ça commence à être très facilement tangible. Même pour nous, 8 minutes, c'est 8 minutes. En plus, il est vraiment couché depuis plus longtemps que ça parce qu'il y a l'effet de la réfraction atmosphérique, ce qui fait qu'en fait, il est déjà couché depuis au moins 10 minutes. Alors, on va continuer. Donc là, vous voyez que je me suis arrêté à peu près à 150 millions de kilomètres. On va continuer. Et le zoom arrière, il nous amène à 1 milliard 500 millions de kilomètres, c'est-à-dire à peu près 1h30 pour la lumière. La lumière qui va toujours à 300 000 km par seconde. Donc à peu près 1h30, vous voyez le Soleil ici, et là je vois Saturne. Alors encore une fois, la seule chose qui est à l'échelle, là, c'est la taille. La taille de Saturne, c'est à peu près la même que la taille de Jupiter, et en gros, c'est 1/10 de la taille du Soleil. Ce qui veut dire que si vous avez votre orange là, qui fait le Soleil et qui fait 10 cm, votre Saturne, c'est à peu près 1 cm, et votre Terre, ça sera à 1 mm à côté.
Je vais continuer, je ne vais pas tout de suite faire un zoom arrière par 10 parce que ça va faire trop loin. Je vais m'arrêter un petit peu sur le chemin. Je vais m'arrêter à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Et alors là, à 4 milliards 500 millions de kilomètres, en gros, je trouve la distance à Neptune, c'est-à-dire que je vois tout le système solaire. Donc le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors, vous voyez qu'on ne parle plus de Pluton, elle est là, mais on n'en parle plus parce que elle est trop petite pour être restée planète. Donc elle a été déclassée, elle est maintenant, c'est un petit corps du système solaire. Les Américains n'étaient pas très contents parce que c'était la seule planète qu'ils avaient découverte. Mais, ça reste un petit corps. Et donc Neptune se trouve à peu près à 4,2 heures lumière. Et alors là, ça vous montre déjà immédiatement la difficulté des voyages sur les planètes. J'en parle maintenant parce qu'après on va sortir du système solaire puis on ne le verra plus du tout, le système solaire. Mais vous voyez bien que si vous voulez aller sur Mars, par exemple, on nous dit la prochaine planète où on va aller, c'est Mars. On va peut-être retourner sur la Lune, mais après on ira sur Mars. Bon, déjà, il faut 6 mois de voyage pour y aller dans les bonnes conditions. Il faudra 6 mois pour en revenir, si on arrive à revenir. Et puis quand on est sur place, et si on veut communiquer avec les gens sur place, on communique avec des ondes. Et les ondes, elles vont à la vitesse de la lumière. Quand on envoie des ondes radio, elles vont aller à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que quand vous allez, si vous êtes sur Mars et que vous appelez le centre sur Terre parce que vous voulez poser une question, vous posez votre question n'arrive qu'une demi-heure plus tard. Dans le meilleur des cas, parce que Mars peut être de l'autre côté du Soleil, à ce moment-là, ça peut arriver 1h30 plus tard. Dans le meilleur des cas, c'est une demi-heure plus tard. Et donc, eux, ils vont répondre à votre question immédiatement. Et ils vont dire oui, par exemple. Et le oui, il arrive encore une demi-heure plus tard. Donc, ça veut dire 2 heures. Ça veut dire 1 heure, pardon, plus tard. Et si Mars est de l'autre côté du Soleil, là, ça veut dire 3 heures. Donc, si c'était une question urgente, c'est trop tard. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est déjà un problème, enfin un problème, c'est comme ça, mais c'est quelque chose qu'on expérimente déjà actuellement, puisque il y a des rovers sur Mars actuellement qui se baladent. Et ces rovers sont pilotés. Enfin, il y en a un qui ne marche plus, là, donc il y en a un qui marche. Et ce rover est piloté depuis le JPL aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est dans une chambre complètement capitonnée, qui est tout seul, qu'on ne dérange pas, qui reste là 1 heure, qui est concentré à fond. Et ce quelqu'un, il pilote un rover. Donc, un peu comme les enfants qui pilotent leur voiture. C'est un peu pareil, hein, c'est pas très différent. Sauf que vous la pilotez avec une demi-heure de décalage. Alors, essayez de faire un créneau avec 2 voitures et une demi-heure de décalage dans les ordres que vous donnez. Vous allez voir que les propriétaires de 2 voitures ne seront pas contents. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de voitures garées sur Mars, ce qui est vrai. Cela dit, il y a des rochers, il y a évidemment des petits cratères, des choses comme ça. Et donc, c'est arrivé que le rover il reste coincé sur une pierre. Et là, comment vous faites ? C'est pas facile parce que quand vous essayez de faire un mouvement, vous avez le résultat du mouvement qu'en gros 1 heure plus tard. Donc c'est pas évident. Donc déjà, vous voyez qu'on est déjà confronté à ces problèmes de communication. Et quand on enverra des gens sur Mars, ce problème-là va augmenter petit à petit déjà au cours du voyage. Parce qu'au début, vous avez les réponses rapidement, et petit à petit, les réponses vont mettre du temps à arriver. Et ça, peut-être que psychologiquement, c'est peut-être pas évident. Alors on va faire une petite digression quand même, maintenant qu'on est à 4 milliards 500 millions de kilomètres, là, on a déjà été un petit peu loin, on fait une petite pause. Juste pour dire que ça, c'est une photo de Voyager qui s'est retourné et qui a regardé le système solaire. Et alors là, vous voyez donc des vraies images du coup. Vous voyez, le Soleil est par là. En fait, on voit surtout l'éclat du Soleil qui est par ici. Vous voyez que la Vénus est par ici, Jupiter est noyé là-dedans. Alors la Terre est par là. Alors la Terre, on ne la voit pas du tout. En fait, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais la Terre, elle devrait être là, mais en fait, on la voit ici. Évidemment, elle est perdue complètement dans l'éclat du Soleil. Jupiter, Vénus, Saturne est ici, là, Uranus, Neptune. Voilà. Donc ça, c'est notre système solaire. D'accord ? C'est tout notre système solaire. Et donc, vous voyez que quand on est loin, là, Voyager était déjà aux confins du système solaire. Elle était déjà à peu près à 5 heures lumière. Donc la lumière mettait 5 heures, la lumière du Soleil mettait 5 heures pour venir jusqu'à elle. Et vous voyez qu'on a une vision de tout le système solaire. Finalement, on ne voit pas grand-chose de la Terre. Alors justement, regardons un petit peu notre Terre, puisqu'on y est quand même, on va regarder un peu notre Terre plus précisément. Ça, c'est l'image zoomée que j'ai montrée tout à l'heure, mais zoomée sur la Terre. Ça, c'est la Terre, en fait.
voyez. Alors ce qu'on voit ici, ça c'est les poussières qui se trouvent, c'est les résidus de poussière qui en fait étaient à la formation du système solaire. Donc voilà, on voit des poussières ici. Ici c'est la Terre. Alors je vais quand même vous faire lire un passage de Carl Sagan qui a participé à la mission Voyager. Et c'est assez, voilà ce qu'il écrit, c'est assez joli. Il dit, nous avons réussi à prendre cette photo, c'est le quart d'heure philosophique en fait. Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain et si vous l'examinez, vous voyez un point, c'est ici, c'est nous. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un coin de ce point, des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre coin de ce point. Alors c'est vrai que, vu comme ça, à 5 heures-lumière de distance, ben, ça commence à prendre un peu d'importance, ces concepts-là. Enfin bon, donc j'arrête ma digression, je reviens. Et j'étais tout à l'heure à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Je refais un zoom arrière par un facteur 10. Et là, je suis maintenant à 45 milliards de kilomètres, c'est-à-dire à 42 heures-lumière. 42 heures-lumière. Et là, qu'est-ce que je vois? Le Soleil est là-bas. Donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et là, vous voyez plein de petits corps verts. Ça, c'est évidemment une reconstitution, c'est un modèle, puisqu'on n'est jamais allé aussi loin que ça. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Qu'est-ce que la ceinture de Kuiper? C'est une ceinture d'astéroïdes, donc des petits corps qui font quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres pour les plus gros, d'astéroïdes qui se trouvent autour du système solaire, donc au-delà de l'orbite de Neptune. Et là, vous voyez, donc c'est 42 heures-lumière. Je refais non, pas tout de suite, je vais d'abord vous montrer. Voilà, ça c'est une vue d'artiste de ce qu'on pourrait imaginer. Ça c'est le Soleil qui est ici, vous avez les planètes qui sont là. Ça c'est la ceinture de Kuiper, donc c'est une ceinture d'astéroïdes. Donc ces astéroïdes peuvent très bien, de temps en temps, être perturbés par quelque chose qui passe à côté et ils peuvent se détacher et ensuite ils peuvent se balader directement dans le système solaire. Et à ce moment-là, ils peuvent entrer vous savez qu'ils peuvent entrer des fois en collision avec la Terre, mais ça se produit que tous les 60 millions d'années en gros. Et le dernier c'était il y a 65 millions d'années, donc il y en a un qui devrait arriver assez rapidement, là, normalement. Et évidemment c'est les statistiques, donc c'est jamais très sûr. On continue, on fait un zoom arrière par 10, donc 450 milliards de kilomètres. Là c'est 17 jours-lumière, et qu'est-ce qu'on voit? Rien. Voilà, là c'est ma ceinture de Kuiper là, qui est là, un tout petit, d'accord? Voilà. J'ai fait un zoom arrière par 10. Je vais recommencer. Je vais de nouveau faire un zoom arrière et là je tombe sur 4500 milliards de kilomètres, c'est-à-dire que la lumière cette fois-ci elle met 170 jours pour aller d'un point à l'autre, donc à peu près une demi-année. Et là qu'est-ce que je vois? Alors vous voyez que la ceinture de Kuiper elle est par là, d'accord? Ça c'est un zoom ici. Vous voyez, c'est ici, c'est tout petit, c'est ce point. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître ce qu'on appelle le nuage de Oort. Le nuage de Oort, c'est quoi? C'est un nuage qui contient plusieurs milliards de comètes. Donc c'est des corps glacés qui font quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Des corps glacés, de glace sale, de la glace d'eau, avec aussi du dioxyde de carbone, des trucs assez sales, qui restent là tranquilles. Et puis de temps en temps, parce qu'il y a une perturbation gravitationnelle, il y en a un qui va se détacher et qui va aller vers le Soleil, parce que c'est la masse la plus importante. Et évidemment, alors, soit il y va qu'une fois, puis après il part, s'il est sur une orbite parabolique, soit il y va, puis il revient. À ce moment-là, il est sur une orbite elliptique, et quand il fait ça, eh bien, c'est des comètes dites périodiques, comme la comète de Halley, par exemple. Donc il y en a plein des comètes qui sont là, qui ne font rien. Et évidemment, la comète, c'est uniquement quand elle s'approche du Soleil qu'elle va se mettre à fondre, et elle va former ces queues qu'on voit dans le ciel quand elles sont proches du Soleil. Alors, voilà, là, on a vu tout le système solaire déjà. Et sachant que la majeure partie de la masse, elle est dans le Soleil. En gros, si vous comptez toute la masse du système solaire en enlevant le Soleil, vous n'obtenez que 1/1000 de la masse. Et ce 1/1000-là, c'est à peu près complètement rempli par Jupiter. Donc, si vous enlevez le Soleil et Jupiter, tout ce qui reste, c'est que 1/100000 de la masse. Donc, et quand je dis 1/100000, je compte toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les comètes, tout, sauf Jupiter et le Soleil. Donc vous voyez que finalement, on n'est pas grand-chose. Alors, je vais continuer à faire un zoom. Alors, on ne sait pas exactement quelle est l'extension de ce nuage de Oort. Donc, voilà, il peut être un peu plus loin, un peu plus près, mais en gros, c'est à peu près dans ces eaux-là.
Je continue à faire mon zoom, je vais un peu tricher, je ne vais pas faire un zoom arrière par 10, je vais faire un peu moins, et je vais aller jusqu'à 40 000 milliards de kilomètres. Et 40 000 milliards de kilomètres, ça veut dire 4,22 années-lumière. Et alors là, c'est très intéressant, parce que quand on est à 4,22 années-lumière, dans la bonne direction, on tombe sur ce point-là. Et qu'est-ce que c'est que ce point? Eh bien, c'est une étoile qui s'appelle Proxima Centauri. C'est une étoile qui fait partie d'un système triple où les deux étoiles très proches qui tournent l'une autour de l'autre, c'est celle-là en fait. Il y a un zoom là, mais elles sont là. Voilà. Donc ça, c'est l'étoile qui se trouve à côté de l'étoile la plus proche de nous. Et vous voyez que l'étoile la plus proche de nous, ben, c'est celle-là. Il faut qu'on ne voit pas bien, donc je vous la montre sur ce zoom là, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est l'étoile la plus proche de nous. Sachant que la plupart des étoiles vivent en couple normalement, des fois à 3, comme ici. Mais en fait, généralement, ça se passe mal. Sauf quand il y en a une qui est très loin. Et là, c'est le cas d'ailleurs pour Proxima. Vous voyez qu'elle est très loin de alpha et bêta. Enfin, alpha A et B. Et du coup, ça reste stable. Bizarrement, vous avez remarqué que le Soleil il est tout seul. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a plus de 60% des étoiles qui vivent en couple. Le Soleil fait partie des étoiles qui vivent toutes seules. On ne sait pas si avant elle était avec quelqu'un puis elle s'est séparée ou si elle a toujours vécu toute seule. Le fait est qu'aujourd'hui, elle est toute seule. Donc voilà, donc 4,22 années-lumière, 40 000 milliards de kilomètres. Les sondes Voyager et Pioneer, qui sont aujourd'hui aux confins du système solaire, si elles allaient dans la bonne direction, elles seraient là-bas dans 60 000 ans à peu près. Là, ça vous montre que les voyages intersidéraux, parce que là, c'est l'étoile la plus proche, hein, puis vous voyez qu'elle n'est peut-être pas très intéressante celle-là. Les voyages intersidéraux, ils sont absolument impossibles à faire. C'est vraiment de la science-fiction. Alors après, ils ne sont pas impossibles dans le sens où ça peut prendre du temps, mais il faut imaginer que vous partez pendant 60 000 ans et ça veut dire que vous faites une colonie qui va vivre dans un vaisseau spatial pendant 60 000 ans pour arriver sur cette étoile et peut-être pour se rendre compte qu'il n'y a rien autour de cette étoile d'intéressant, donc il faut repartir ailleurs. Et, bon, c'est pas des voyages faciles et de tout repos. On va continuer, on va faire un zoom arrière par 10 et là, j'arrive sur 400 000 milliards de kilomètres. 400 000 milliards de kilomètres, c'est quoi? C'est 42 années-lumière. Et alors là, qu'est-ce que je vois? Là, je vois le Soleil. Proxima et Alpha Centauri sont là. Et puis, il y a quelques étoiles, beaucoup de numéros, parce que la plupart des étoiles qui sont très proches ne sont pas très visibles, à part Procyon, qui est dans le petit chien, et aussi Sirius. Vous connaissez Sirius? Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Et là, vous voyez pourquoi elle est brillante. Ce n'est pas parce qu'elle est brillante. Elle est brillante parce qu'elle est proche de nous. Mais cette étoile-là, Sirius, si vous la mettez un peu plus loin, eh bien, elle devient complètement invisible. D'accord? On la voit bien parce que c'est une étoile qui est très proche de nous. Alors, il y a 61 Cygni aussi. Je pense que vous ne connaissez pas 61 Cygni. Mais je vous demande de retenir parce que j'en reparlerai tout à l'heure de 61 Cygni. Puis après, je fais un interro à la fin. Je refais un zoom par 10 parce que là, ce n'est pas très intéressant ce qu'on a là. Et là, je tombe sur 4 millions de milliards de kilomètres, c'est-à-dire 420 années-lumière. Alors là, ça devient intéressant. On a toutes les étoiles, enfin la plupart des étoiles proches. Alors, je vous dis certaines. Il y a le Soleil que vous connaissez. Après, il y a Arcturus, Capella, Vega, Aldébaran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les étoiles de la Grande Ourse. Il y a Andromède, Pégase, voilà, Achernar, Toucan. Donc là, c'est des étoiles que les gens qui regardent le ciel doivent connaître normalement. Parce que c'est des étoiles qui sont assez proches de nous. Et donc la plupart des étoiles qui sont dans le ciel, en fait, sont des étoiles qui sont proches de nous. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et, ah oui, juste pour vous montrer, ça c'est une photo du ciel avec des étoiles qui sont proches de nous. On fait un zoom par 10 et là, ça va devenir intéressant. On fait un zoom par 10 et là, vous voyez apparaître une structure. Donc là, on est à 40 millions de milliards de kilomètres, c'est-à-dire 4200 années-lumière. Donc là, la lumière met 4200 ans pour aller d'un bout à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein d'étoiles. Et on voit en particulier les étoiles de Orion, qui sont des étoiles brillantes. Et puis surtout, vous voyez ces bandes-là. Bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est les bras de notre galaxie. En fait, c'est des bras où se trouvent plein d'étoiles et plein de gaz qui donnent naissance aux étoiles. Et nous, alors on est dans l'un de ces bras, on est en fait proche du bras d'Orion. En fait, techniquement, on n'est pas exactement au bras d'Orion, on est dans un bras minuscule qu'on appelle le bras local, juste parce qu'on est dedans, sinon je pense qu'on n'y aurait jamais donné de nom. Voilà, donc là, nous on est là, à côté du bras d'Orion. Voilà, là, donc c'est 4200 années-lumière de taille. Je refais un zoom arrière
pas exactement par 10, je vais tricher un petit peu. Donc là, c'est 1 milliard de kilomètres, c'est-à-dire 100 000 années-lumière, et là, c'est la galaxie. Alors, vous voyez que là, j'ai fait quelques zooms par 10, et j'arrive rapidement, en partant de l'INSTN, j'arrive rapidement à notre galaxie. La galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, donc, c'est cette traînée blanchâtre que vous voyez dans le ciel. Évidemment, pas d'ici, parce qu'il y a trop de pollution lumineuse, mais si vous allez dans des endroits plus purs, en Auvergne par exemple, à ce moment-là, vous allez voir cette traînée blanchâtre qui est en fait notre galaxie vue par la tranche. C'est ça en fait. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est notre galaxie vue par la tranche. Notre galaxie, c'est un grand disque assez aplati, avec un bulbe au milieu et puis des bras tout autour. Si vous le voyez par-dessus, ça fait ça. Ça, c'est notre galaxie vue par-dessus. Voilà, donc ça, c'est notre galaxie. Et vous voyez que, donc il y a le centre, il y a des bras, et vous voyez que le bras du Soleil, donc à côté du bras d'Orion, il se trouve par là. Donc vous voyez qu'on n'est pas au centre de notre galaxie. On est en périphérie. Ce qui est plus intéressant d'ailleurs pour nous, parce qu'au centre des galaxies, en fait, il y a toutes les vieilles étoiles. Il n'y a plus beaucoup de gaz, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes étoiles qui naissent. Par contre, à la périphérie de cette galaxie, eh bien, il y a toutes les jeunes étoiles. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est beaucoup plus actif que dans le centre. Ça me rappelait quelque chose d'ailleurs. Voilà, donc là, vous avez tous les bras, la galaxie ici. Donc la galaxie, c'est un écosystème où il y a des étoiles, du gaz, le gaz qui donne naissance aux étoiles. Les étoiles, quand elles meurent, elles vont redonner du gaz. Enfin, bon, c'est le sujet d'autres conférences. Ici, vous avez une galaxie naine qui va tourner autour de notre galaxie. On refait un zoom par 10, un zoom arrière, et là je trouve donc 10 milliards, 2 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 1 million d'années-lumière. Donc là ça commence à être pas mal, 1 million d'années-lumière. C'est typiquement l'ordre de grandeur de l'humanité. Les galaxies que vous voyez ici sont des galaxies qui sont toutes piégées par le puits gravitationnel de notre galaxie, c'est-à-dire qu'elles tournent tout autour. Notre galaxie, elle est là, et là vous voyez en particulier deux galaxies satellites qui s'appellent le Grand et le Petit Nuage de Magellan. C'est des galaxies qu'on voit depuis l'hémisphère sud, et c'est des galaxies qui tournent autour de notre galaxie. On pense même qu'avant elles étaient beaucoup plus proches, puis qu'elles sont un petit peu séparées. Les galaxies, on va le voir, en fait, elles n'arrêtent pas de rentrer en collision les unes avec les autres. Elles s'échangent de la matière, ça permet de créer de nouvelles étoiles. Enfin, c'est un facteur de régénérescence des galaxies, en fait. Ça, c'est le Grand Nuage de Magellan. Voilà, qui est ici, c'est une photo. Je refais un zoom par 10, et là je tombe sur 100 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 10 millions d'années-lumière. Et là, alors je vois la Voie lactée, qui commence à être un peu petite. Là, je vois Andromède. Andromède et le Triangle sont des galaxies que peut-être certains connaissent, c'est des galaxies qui sont assez proches de nous. Vous voyez, là, on est dans un diamètre de 10 millions d'années-lumière. Andromède, on la voit à l'œil nu, c'est une galaxie qui se trouve à 2 millions d'années-lumière. Donc ça veut dire typiquement que quand vous êtes sur Andromède, si vous regardez la Terre, vous la voyez telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, c'était encore des hommes préhistoriques sur la Terre. Donc ils se disent, ils ne sont pas très évolués ceux-là, on ne va pas aller les voir tout de suite, on va attendre un petit peu, et puis après on verra ce qu'on peut faire. Andromède et le Triangle, donc ces galaxies qui sont très proches. Et alors pour la petite histoire, Andromède, elle va quand même venir près de nous justement. Elle va s'approcher de nous. Andromède, c'est une galaxie qui se rapproche de nous, enfin nous on se rapproche d'elle en même temps, et on va rentrer en collision dans à peu près 3 milliards d'années. On a le temps de voir, mais de toute façon, c'est pas très grave, parce que nous, il ne nous arrivera pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de vide dans une galaxie, donc on va se passer à travers comme ça. Par contre, pour la galaxie, c'est excellent, parce qu'il y a du gaz qui va arriver en masse, et ça va former de nouvelles étoiles qui vont se créer. Et donc la galaxie va repartir, parce qu'au bout, à la fin de cette collision, ce qui va se passer, c'est que les deux galaxies vont fusionner. Ça va faire une énorme galaxie, avec beaucoup de matière, beaucoup de gaz, et beaucoup d'étoiles qui vont naître. Donc c'est très bien. Je vous montre Andromède quand même. Ça c'est Andromède, c'est une image d'Andromède. Donc là c'est à peu près ce que vous voyez dans le ciel. Vous voyez ici le bulbe, ici les bras de la galaxie. Vous voyez que c'est une galaxie spirale comme la nôtre, avec des bras. Et vous voyez ici ces petites bandes noires qui sont sur les galaxies. C'est ce qu'on appelle des bandes d'absorption. C'est de la poussière qui se trouve dessus et qui nous cache la lumière des étoiles qui se trouvent derrière. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le groupe local. C'est-à-dire que c'est un amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons. On appelle le groupe local, parce qu'on est à l'intérieur. On refait un zoom par 10, arrière.
Là, on en est maintenant, alors je commence à avoir du mal à compter, là, 1000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 100 millions d'années-lumière. Donc voilà, 100 millions d'années-lumière. On voit ici ce qu'on appelle le superamas de la Vierge, et un superamas, c'est un amas d'amas. C'est-à-dire dans chaque amas, dans un superamas, en fait, il n'y a que des amas. Évidemment, dans chacun de ces amas, il y a des galaxies. Dans chacune de ces galaxies, il y a plein d'étoiles. En gros, vous avez plusieurs milliers de milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Et des galaxies, vous en avez quelques milliers de milliards dans l'univers. Donc après, vous faites le calcul de combien d'étoiles vous avez dans l'univers. Ça fait beaucoup, en fait. Ça fait plusieurs milliards, quoi, en gros, d'étoiles. Donc ça, c'est le superamas de la Vierge. Donc tous les points que vous voyez ici sont en fait des galaxies. Et vous voyez que ces galaxies-là se regroupent en amas. D'accord ? Donc nous, on est dans une galaxie qui se trouve dans un groupe local, qui est en fait un amas de galaxies. Cet amas-là se trouve dans le superamas de la Vierge, qui regroupe plein d'amas de galaxies. Alors, je vous montre une image de ce superamas de la Vierge. Ça, c'est une image prise avec un télescope où on voit, en fait, sur ces images-là, que des galaxies. Il n'y a aucune étoile, là. C'est que des galaxies. D'accord ? Donc ça ressemble un petit peu à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, mais tout à l'heure, il n'y avait que des étoiles. Et là, c'est que des galaxies. Donc tout ça, c'est des galaxies qui appartiennent au superamas de la Vierge. Évidemment, dans chacune de ces galaxies, il y a plein d'étoiles. On continue ? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter, là. On refait un zoom arrière par 10. Et quand on fait un zoom arrière par 10, cette fois-ci... Donc maintenant, on en est à 10 000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 1 milliard d'années-lumière. Alors là, sur cette image-là, tous les petits pâtés blanchâtres que vous avez, c'est des superamas. Donc dans chacun de ces superamas, vous avez des amas, plein d'amas. Et dans chacun des amas, vous avez des galaxies, plein de galaxies. Et dans chacune de ces galaxies, vous avez plein d'étoiles. Vous voyez que finalement, c'est simple, l'univers. Alors, on va faire un dernier zoom. Là, je vais un peu tricher, je vais faire un peu plus qu'un zoom arrière de 10. Je vais faire un zoom arrière par 13.6. En fait, 129 000 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 13,6 milliards d'années-lumière, eh bien là, c'est tout l'univers. Donc, vous voyez que nous, on est là. Hein ? Donc, l'INSTN est là, en fait. Donc, tous ces points, tous les points que vous voyez sur cette image sont des superamas. Dans chaque point, il y a plein d'amas. Dans chacun des amas, il y a plein de galaxies. Dans chacune des galaxies, il y a plein d'étoiles. Et nous, on est l'une de ces étoiles. Enfin, même pas, on est à côté d'une planète. On est à côté de l'une des planètes qui se trouve à côté de l'une de ces étoiles. Alors évidemment, ça, ce n'est pas une vraie photo parce qu'on n'a pas encore réussi à aller si loin. Donc, c'est une reconstitution de ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà, en fait, c'est fini. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de l'univers. Donc, en fait, on pourrait arrêter là la conférence parce que l'univers, c'est fini. L'univers est dans un volume fini. Alors, la difficulté, c'est que l'univers est en même temps illimité. L'univers, il est à la fois fini et illimité. Ce qui, je l'accorde, est des fois difficile à appréhender. Cela dit, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais vous laisser mariner avec ça. Et si à la fin, vous n'avez pas compris, peut-être que je vous répondrai à cette question. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'âge de l'univers, il est d'à peu près donc 13,7, plus ou moins 0,2 milliards d'années. Donc l'univers, il est né il y a 13,7 milliards d'années. C'est loin, 13,7 milliards d'années. Ça fait longtemps. La Terre, elle a à peu près 4,55 milliards d'années. Et ça fait loin. Alors, le rayon de l'univers, il est à peu près de 13,7 milliards d'années-lumière. Mais alors, on n'en est pas complètement sûr de ça. On n'est pas complètement sûr parce que ça dépend, la taille de l'univers est beaucoup moins contrainte que son âge. Ça dépend en fait de la topologie de l'univers. On n'est pas exactement sûr de comment est l'univers. Mais en gros, c'est probablement ça. Alors, la difficulté là-dedans, c'est que vous avez vu, je vous ai asséné toutes ces distances-là, les unes après les autres, en passant sur comment on les détermine. Et évidemment, le problème ici, c'est que tout ce que je dis, ça repose sur les indicateurs de distance. Comment on a mesuré les distances. Et c'est ça qui fait la grosse difficulté en fait en astronomie. Et c'est ça maintenant que je vais essayer de vous exposer. Comment on détermine les distances. Et du coup, on va revenir à notre échelle et on va mesurer les distances de tout ce qu'on a vu et on va arriver jusqu'aux confins de l'univers comme ça.
Ça va? Vous tenez toujours? Vous voyez la difficulté, hein, c'est que si vous vous trompez sur la distance Terre-Lune, bah vous avez tout faux. Et évidemment, plus vous êtes loin, plus l'erreur, comme elle va se propager, elle va être énorme à la fin. Donc, il faut faire attention. Alors, avant de passer quand même sur la détermination des distances, je suis obligé de faire une petite digression sur la vitesse de la lumière. Parce que je vous ai dit depuis le début que la vitesse de la lumière, elle est finie. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, comment l'a-t-on compris, ça, que la vitesse de la lumière était finie? Eh bien, en fait, la vitesse de la lumière, on a compris qu'elle était finie à la fin du XVIIe siècle. Et c'est l'astronome danois Ole Rømer, qui est représenté ci-dessus, là, qui s'est rendu compte que quand il regardait les éclipses des satellites de Jupiter, donc Io, Europe, Ganymède, Callisto, les 4 satellites qui venaient d'être découverts par Galilée, enfin venaient, c'était en 1610, mais à cette époque-là, les découvertes allaient beaucoup moins vite à se propager. Quand Rømer regardait ces 4 satellites-là et regardait le cycle des éclipses au cours du temps, le cycle des éclipses de ces satellites, il se rendait compte qu'en fait, il y avait, à un moment donné, un retard de l'éclipse. Évidemment, il n'était pas possible que les satellites freinent à un moment donné. Les satellites, ils tournent toujours à la même vitesse autour de Jupiter. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est parce qu'il y a certaines éclipses qu'il mesurait. Vous voyez le schéma, là, ici, il y a le Soleil, là. La Terre est ici, Jupiter est là. Et donc, les satellites tournent autour de Jupiter. Il s'est rendu compte qu'à certains moments, il mesurait un certain temps entre 2 éclipses de satellites, et à un autre moment, à 90 degrés, vous voyez, il mesure un temps qui est beaucoup plus important. Et en fait, ce temps beaucoup plus important, ce retard dans les éclipses, il était tout simplement dû au fait que la lumière qui provenait des satellites de Jupiter, elle devait en plus parcourir l'orbite de la Terre, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Et ce temps de parcours de distance Terre-Soleil, ça provoquait un retard dans la vision qu'on avait, nous, de l'éclipse. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la lumière qui nous provient de ces satellites. Donc si les satellites sont plus proches de nous, on va les voir plus vite. Par contre, s'ils sont plus loin, ça va mettre un temps plus long pour que la lumière nous parvienne jusqu'à nous. Et donc Rømer, comme cela, a montré que la vitesse de la lumière était finie. Et ça, c'était le gros résultat, c'était très important. Il y avait un débat à ce moment-là entre la finitude ou non de la vitesse de la lumière. Et il a montré qu'il s'est un peu trompé dans la valeur, puisqu'il trouvait 212 000 km par seconde. Mais en fait, ce n'est pas qu'il s'est trompé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va voir tout à l'heure que la taille de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, était extrêmement mal connue. Et c'est la distance qu'on a connue le plus tard, en fait. La distance entre la Terre et le Soleil. On va voir pourquoi. Alors après, donc, il y a eu des expériences plus précises pour mesurer la vitesse de la lumière. Hippolyte Fizeau, ici présent, a fait une expérience. Il a envoyé une lumière qui était réfléchie. Donc il a fait ça entre le Mont Valérien et la butte Montmartre, et qui était réfléchie sur un miroir qui repassait à travers une roue dentée, et en faisant tourner la roue à une vitesse suffisante, il arrivait à un moment donné à ce que la lumière, à son trajet aller, passe par une échancrure, et à son trajet retour, elle soit bloquée par le côté plein de la roue. Et comme ça, il mesurait, en tenant compte du trajet et de la rotation de la roue, il arrivait à la vitesse de la lumière, donc mesurée à 315 000 km par seconde. Alors après, on a fini les mesures, évidemment, et aujourd'hui, on a décidé que la vitesse de la lumière, elle était fixée à cette valeur-là, 299 792,458 km par seconde. Alors vous voyez, quand vous faites le calcul, du coup, vous prenez cette valeur-là et vous multipliez par le nombre de secondes qu'il y a dans une année, eh bien vous trouvez cette valeur de l'année-lumière. L'année-lumière, c'est une distance qui est de 9 460 milliards 730 000, enfin bon, vous voyez quoi, kilomètres. On a la vitesse de la lumière, on est content. On a la valeur de l'année-lumière, vous voyez que c'est assez grand comme chiffre. Donc du coup, maintenant, on peut y aller. On va mesurer les distances dans l'univers. Alors, on a vu, la distance, c'est un paramètre extrêmement important parce que si vous ne savez pas à quelle distance se trouve un astre, eh bien, vous ne savez pas quelle énergie a cet astre. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas faire beaucoup de calculs sur qu'est-ce qui émet
Qu'est-ce qui permet à l'astre d'émettre sa lumière, sa chaleur? Si vous ne savez pas si le Soleil est à la distance de la Lune ou à la distance de l'étoile la plus proche, ben ça veut dire que le Soleil peut être quelque chose d'extrêmement lumineux ou de très peu lumineux. Donc vous ne pouvez vraiment rien dire. Alors du coup, on va se baser sur ce qu'on appelle les calibrateurs. Alors il y en a qu'on appelle primaires, secondaires, tertiaires. Les primaires sont les plus précis, secondaires un peu moins, et tertiaires beaucoup moins. Et ça nous permet donc de trouver ce qu'on appelle des bougies standards, qui sont des astres qui ont toujours la même luminosité. Et quand on voit un astre dans le ciel avec une telle luminosité, et qu'on connaît sa luminosité intrinsèque, on compare à sa luminosité apparente et ça nous donne la distance. Mais pour ça, il faut d'abord pouvoir mesurer les distances précisément. Alors, commençons par les calibrateurs primaires et commençons par le commencement. Comment a-t-on fait pour mesurer la taille de la Terre? Alors, comment a-t-on fait pour mesurer la taille de la Terre? Eh bien, la première mesure est bonne en plus. Alors évidemment, là, je suppose que la Terre est ronde, ce qui est assez visible quand même, puisque lors des éclipses de lune en particulier, on voit l'ombre de la Terre, on voit qu'elle est ronde. Donc ça fait très très longtemps que les hommes, et les femmes aussi d'ailleurs, savent que la Terre est ronde. Ératosthène, qu'est-ce qu'il a fait? Ératosthène, il était intéressant, il était philosophe, mathématicien, géomètre, géographe, grammairien, astronome, et en plus il dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie. Et alors qu'est-ce qu'il a fait, Ératosthène? Il a mesuré la circonférence de la Terre avec une méthode finalement assez simple. Il avait entendu dire qu'il y avait un puits à Sienne où le Soleil à midi était au zénith lors du solstice d'été. Et comment on le savait, ça? C'est parce qu'il y avait un puits à midi au moment du solstice, on voyait le Soleil se refléter au fond du puits. Donc il savait, on en parlait partout de ça, il savait que le Soleil à cet endroit-là était au zénith. Lui, il était à Alexandrie, c'était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il était à Alexandrie, et lui, il voyait qu'il y avait une ombre, le Soleil n'était pas au zénith, il a mesuré que le Soleil faisait un angle par rapport au zénith d'à peu près 1/50 de cercle. La trigonométrie n'était pas encore très développée à ce moment-là, donc il mesurait avec des cercles les angles en fait. Alors ensuite, il savait que la distance entre Sienne et Alexandrie, c'était à peu près de 5000 stades. Donc en fait, on avait déjà une idée de la distance, mais pas très précise, donc lui, il a envoyé des gens. En fait, il y avait des fonctionnaires de la bibliothèque d'Alexandrie qui ont été dépêchés pour faire cette mesure-là. Donc 5000 stades, qui a multiplié par 50, il a trouvé 250 000 stades, c'est-à-dire 39 375 km. Et en fait, c'est une très bonne mesure, puisque la valeur actuelle, c'est 40 074 km. Donc mesure de la circonférence de la Terre, à cette époque-là, c'était déjà 1,7% d'erreur. Je défie beaucoup de collégiens, lycéens ici présents de refaire cette mesure avec cette erreur, ou moins s'ils veulent. Et je défie aussi les adultes d'ailleurs de la faire. La valeur actuelle, donc c'est ça, et ça veut dire que le rayon terrestre, vous divisez par 2π, vous trouvez 6378 km. Valeur extrêmement précise donc. On est content. Par un exercice de trigonométrie simple. Alors en fait, il a eu de la chance quand même, le Ératosthène, c'est que il ne s'est pas rendu compte de ça, mais il était à peu près sur le même méridien que Sienne. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs dans son calcul. Ça aurait été, Sienne et Alexandrie auraient été beaucoup plus écartés du même méridien, l'erreur aurait été plus grande. Alors évidemment, ensuite, on a eu des techniques plus précises, et en particulier, il y a on a voulu à un moment donné mesurer précisément, c'était dans le milieu du XVIIIe siècle, mesurer précisément 1 degré de méridien alors, la première raison, c'était pour savoir si la Terre était aplatie ou pas. Certains disaient qu'elle était ronde, d'autres disaient qu'elle était aplatie sur les pôles.